Bienvenue pour cette exploration des sources. Aujourd'hui, on se penche sur un article assez pointu, hein. Oui, celui de Christophe Schinkus dans Épistémocritique. Exactement. Il analyse les influences de la science sur la poésie lettriste d'Isidore Isou. Un sujet fascinant. Notre objectif, c'est vraiment de décrypter comment Isou voyait l'évolution de la poésie et de comprendre un peu mieux ce qu'est le lettrisme, son mouvement. Tout à fait. C'est une théorie qui a quand même voulu bousculer pas mal de choses dans l'art poétique. Carrément. Alors, Isou, il arrive avec une idée forte, une sorte de loi historique, l'amplique et le ciselant. C'est ça. Il voit l'histoire de l'art un peu comme un cycle en 2 temps. Explique-nous un peu. La phase amplique, c'est quoi exactement? Alors, la phase amplique, c'est quand l'art, il s'enrichit, il s'étend. Il regarde vers l'extérieur? Voilà. Il sert à représenter le monde, à exprimer des émotions, raconter une histoire, une anecdote. D'accord. Pour la poésie, Isou situe ça, disons, d'Homère jusqu'à Victor Hugo. Une longue période. Une période où la technique s'affine, mais toujours pour dire quelque chose sur le monde, c'est ça? C'est l'idée. Une poésie référentielle, comme il dit. Elle renvoie à autre chose qu'elle-même. Et après cette phase d'expansion? Après l'expansion vient le repli. C'est la phase ciselante. Ciselande. J'aime bien le mot. Oui, ça évoque bien l'idée. L'art arrête de regarder de l'or et il se concentre sur lui-même, sur sa matière propre, ses structures. Il abandonne l'anecdote, le sujet? Exactement. Il tend à s'autosuffire, à devenir son propre sujet. Pour Isou, ça commence avec Baudelaire en poésie. Ah oui, Baudelaire, le début de la modernité poétique souvent. C'est ça, une période de purification, en quelque sorte. La poésie qui essaye de se libérer de ses attaches extérieures. C'est une vision assez structurée de l'histoire, voire déterministe, non? Complètement. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant avec Isou. C'est là qu'il place son mouvement, le lettrisme. Justement. Pour lui, le lettrisme, ce n'est pas juste une école parmi d'autres. C'est l'aboutissement logique, inévitable, de cette phase ciselante. Le point final, en quelque sorte. Le point final du ciselant, oui. Il considérait que la poésie avait fait le tour de l'expression des sentiments, des histoires. Il critique d'ailleurs assez durement ce qu'il appelle les instinctivistes. Ah oui, ceux qui basent tout sur le ressenti, l'émotion brute. Pour Isou, c'est dépassé. C'est un greffage extérieur au langage. Il veut autre chose. Il veut durcir la poésie, c'est ça? J'ai lu ça. C'est le terme qu'il emploie en 1947. Le lettrisme luttera contre le charme et la magie en poésie. La poésie doit maintenant commencer un chemin du durcissement. Waouh, radical. Très. Il cherche à rationaliser, à revenir à l'os, à l'essence. Et pour lui, l'essence de la poésie, c'est quoi? Le langage lui-même? Plus précisément encore, la lettre. C'est son fameux axiome de la poésie, la lettre comme racine de tout. D'où le nom, lettrisme, évidemment. Logique? Et c'est là qu'on voit l'influence d'une démarche quasi scientifique, comme le note Schinkus. Décomposer, analyser, trouver l'élément fondamental. Donc on arrive à la lettre, l'unité minimale, mais c'est un peu une impasse, non? Qu'est-ce qu'on fait avec juste des lettres? Eh bien, c'est là que la théorie d'Isou fait un tour sur elle-même. C'est assez malin. Ah, Pour lui, le lettrisme, fin du cisellement, n'est pas la fin de l'histoire. C'est le début d'une nouvelle phase amplisquine. une nouvelle expansion. Mais basée sur quoi alors? Basée sur les miettes de la phase précédente, comme il dit. C'est-à-dire les lettres elles-mêmes, les phonèmes. Donc on reconstruit à partir de la base. Exactement. Il s'agit de créer de nouvelles formes, de nouvelles combinaisons, directement à partir de l'agencement des lettres, des sons. Une sorte de recherche des formes universelles du vers. Une poésie presque mathématique alors? On pourrait dire ça. Une rationalisation poussée à l'extrême, mais qu'il présente comme une évolution naturelle, logique. Schinkus évoque même des schémas d'Isou qui montrent ce rétrécissement vers la lettre pour mieux repartir. Fascinant. Donc si on résume sa pensée, on a l'amplique, l'ouverture, le ciselant, le repli sur la structure, et ça mène au lettrisme. Focus total sur la lettre. C'est ça. Mais cette concentration sur la lettre, ce n'est pas une fin en soi. C'est le socle pour une nouvelle forme d'expansion purement basée sur les matériaux du langage. Voilà, une rationalisation vraiment assumée de la création poétique. Ce qui est frappant, c'est cette volonté de trouver une base rationnelle, presque scientifique, à l'évolution de l'art. Tout à fait. En ancrant tout ça dans la lettre, l'unité minimale, et en mettant de côté, de façon assez délibérée, l'émotion, le vécu comme moteur premier. Une sorte d'objectivation de l'art. C'est ça. Et ça laisse quand même matière à réflexion aujourd'hui, non? Comment ça? Cette quête d'une rationalité, d'une structure universelle dans l'art, ce durcissement, est-ce que ça a encore un écho
Surtout à une époque où on parle beaucoup d'authenticité, d'expression personnelle, d'émotion, justement. C'est une bonne question. Est-ce que l'art cherche la structure universelle ou l'émotion singulière? Voilà. C'est une piste intéressante à creuser, je trouve.